le spleen de Paris que vous deviez lire pendant les vacances de printemps. L'œuvre publiée en 1969 est posthume, c'est-à-dire que Baudelaire est mort avant la publication. Donc il y avait un projet de 100 poèmes, nous en avons les titres, nous avons même une table des matières prévue, mais Baudelaire est mort avant d'avoir achevé ce projet, et nous avons une œuvre de 50 poèmes finis, qui suivent quand même une organisation prévue par le poète, même s'il dit au contraire dans sa préface à Arsène Housset que euh, l'œuvre est sans queue ni tête. C'est sans doute faux, comme on pourra le montrer par ailleurs. Pour comprendre donc le spleen de Paris, il faut rappeler les Fleurs du Mal, et pour cela il faut rappeler donc qui est Baudelaire également, puisqu'il a répété dans de nombreuses lettres que le spleen de Paris était pensé comme un pendant aux Fleurs du Mal, donc à son recueil le plus célèbre qui lui a valu un procès en 1857, procès pour immoralité, qu'il a perdu, qui a valu à l'œuvre d'être censurée et d'avoir des poèmes retirés. Donc Baudelaire, 1821-1867, je ne suis pas très attaché aux dates et à la biographie des auteurs pour les présenter. Euh, Simplement, les dates montrent quelqu'un qui meurt avant 50 ans, donc il est facile, même pour le 19e siècle, de deviner une vie dissolue, une vie marquée par la drogue, l'alcool, euh, la syphilis, etc., euh, qui est aussi une posture de poète à laquelle il ne faut pas forcément céder, euh, et qui va dans le sens de l'image de lui-même qu'il voulait donner à travers les Fleurs du Mal. Euh, sur Charles Baudelaire, donc quelques œuvres seulement nous sont restées, et tout tourne dans la littérature scolaire autour des Fleurs du Mal, œuvre qui a été mise au programme du bac 2020, lors de la réforme du baccalauréat en première, où il y a maintenant des œuvres imposées. Donc elle fait partie des premières œuvres qui ont été imposées dès la réforme, et les œuvres sont tournantes, et les Fleurs du Mal vont rester au programme l'année prochaine. Donc œuvre majeure s'il en est, œuvre de la modernité, œuvre qui a valu donc une postérité et une image de Baudelaire comme un poète maudit, expression qui nous vient d'un ouvrage de Verlaine, dans lequel il présente des poètes comme des poètes maudits, et c'est intéressant puisque Baudelaire ne fait pas partie des poètes présentés par Verlaine comme un poète maudit. Euh, donc il y a une recréation a posteriori des figures de poètes, et on classe Baudelaire parmi cette très longue liste de poètes du XIXe siècle qui sont des poètes maudits parce qu'ils ont détaché la poésie de la morale. Avant le XIXe siècle, la poésie est un genre littéraire majeur qui a pour fonction d'être une belle langue, et du fait qu'elle soit belle, vise ainsi donc le bien, le beau menant au bien. Et donc, cette langue en vers, cette langue qui n'est donc pas la prose de tous les jours, qui n'est pas la langue du quotidien, qui n'est pas la langue commune, est une belle langue inspirée par les muses à l'Antiquité, inspirée par Dieu à l'époque d'une poésie de la Renaissance, euh, euh, et détachée au XIXe siècle de la morale. Cherchons le beau, pas forcément dans ce qui est traditionnellement associé au beau. Acceptons que certaines choses du quotidien, comme la ville de Paris, acceptons que des objets prosaïques, justement, puissent être chantés et élevés au rang d'objets poétiques, y compris, et c'est le plus choquant, ce qui vaut le procès en 1857 aux Fleurs du Mal, y compris ce qui est associé au mal. Donc à la laideur, à la souffrance. Et si la souffrance est belle, elle doit être chantée en poésie.
Donc cette inversion des valeurs, l'idée de chanter le mal, les fleurs du mal, hein, le titre est assez clair, faire une beauté de la laideur et faire poser la possibilité par la poésie de faire le beau à travers des objets qui ne le sont pas. C'est cela l'enjeu de la poésie de Baudelaire. En tout cas, c'est comme ça qu'on pourrait le présenter de manière plus simple. Le principe de faire pendant aux fleurs du mal, c'est aussi une radicalité par rapport à ce premier recueil, puisque les fleurs du mal ont beau donc avoir choqué par leurs propos, par la teneur de certains poèmes, par le discours général tenu par Baudelaire sur le rôle de la poésie et de la beauté, le recueil est en vers et utilise des formes même extrêmement traditionnelles de la poésie, comme le sonnet, comme l'alexandrin, qui rattache les fleurs du mal à une forme un peu classique de la poésie. Au contraire, le spleen de Paris, ce sont des poèmes en prose, comme l'indique l'un des deux titres possibles, hein, puisque Baudelaire est mort avant la fin de l'œuvre, il y a deux titres évoqués régulièrement par Baudelaire, et selon les éditeurs, on le présente soit comme le spleen de Paris, soit comme petit poème en prose, les deux étant pertinents. Et donc, poème en prose, l'idée est que, après avoir choisi des thèmes, des motifs dans l'œuvre, comme dans Les Fleurs du Mal, il faut aussi choisir de faire de la langue du quotidien comme la prose, ce par quoi la poésie pourra dire le beau, et donc de faire, alors pour certains, chuter la poésie en prose, l'expression est nervale, hein, je suis tombé dans la prose, mais pour d'autres, au contraire, chanter la prose, l'élever au rang de poésie. Donc en cela, on voit le côté pendant et aussi le geste radical de Baudelaire, finalement, qui persiste et signe dans sa volonté de chanter le quotidien, le 19e siècle, et non pas s'enfermer dans une forme muséifiée de la poésie, à savoir le lyrisme amoureux, le chant de la nature, mais au contraire d'évoquer Paris, d'évoquer une nouvelle forme urbaine qu'a pris le monde, et notamment la capitale parisienne, la capitale française, pardon, qui est transformée par l'ère industrielle du 19e siècle, qui donc prend des nouvelles formes aussi, et donc il faut trouver une forme nouvelle pour chanter cette nouvelle vie. Il y a aussi des combats sociaux et politiques, le 19e siècle est le siècle des révolutions, et depuis que nous avons coupé la tête du roi, et avec lui de Dieu, il n'est plus possible de chanter le monde comme avant. Donc, la réponse, une des réponses, d'autres poètes en auront d'autres bien sûr, mais la réponse de Baudelaire ici, c'est donc à la fois des nouveaux thèmes et une nouvelle forme. Donc voilà pour cet aspect pendant. Pour terminer là-dessus, avant d'expliquer donc uniquement le spleen de Paris, terminer cette introduction, Les Fleurs du Mal, qui peuvent être une lecture à faire à un moment donné dans sa vie, ça me semble évident. Donc ici, la petite monographie que j'ai faite l'année dernière en lien avec le programme de première, pour tous ceux qui veulent prolonger et comprendre davantage Les Fleurs du Mal, publié chez Ellipse, et l'ensemble des œuvres de Baudelaire qui peuvent être lues, puisque les ouvrages sont relativement courts et peuvent à la fois construire un imaginaire, donner des citations à apprendre par cœur, et se donner une culture générale, des titres, des références dès qu'on écrit, voilà, des paragraphes argumentés, des dissertations plus tard, puisque voilà, Baudelaire est un incontournable de notre poésie. Donc,
après cette présentation, le spleen de Paris, avec plusieurs analyses que nous allons faire. D'abord, vous rappelez la fiche. Vous deviez faire une fiche de lecture. La fiche de lecture n'est pas une coquetterie de professeur de français qui, tous les ans, à chaque ouvrage, vous demande une fiche de lecture qui, aux yeux de beaucoup de personnes, notamment les parents, est une façon assez rapide de vérifier que la lecture est faite et donc de l'évaluer sans passer par le fastidieux contrôle de lecture qui donne des copies plus longues à corriger et des travaux souvent du coup bâclés, inventés la veille au soir du devoir où on lit une notice internet alors que la fiche de lecture force à être construite au fil de la lecture si les questions sont bien faites. Mais ce n'est pas que ça. C'est une façon de dominer sa lecture, de la rendre intelligente et de la rendre tout de suite interprétative. C'est aussi un outil de révision. C'est simple. Bien sûr qu'on peut faire une évaluation au début de la séquence, on peut en faire une à la fin, et il y a souvent une évaluation à la fin de la séquence sur l'œuvre. Le projet final, ça reste les épreuves anticipées de français de première, et dans lesquelles il y a un oral, et lors de l'oral, vous devez pouvoir rendre compte de lecture personnelle, et dans la nouvelle mouture du baccalauréat, il y a même un moment donné où l'élève parle seul d'une lecture pendant l'année, interrogé par le professeur, par le jury, donc être capable, voilà, un an après, de rendre compte d'une lecture, à la fois d'en rendre compte de manière analytique et aussi personnelle, preuve qu'on ne s'est pas contenté de la lire, mais qu'on en a compris quelque chose, qu'on a tiré quelque chose pour soi. Donc, voilà, avec les lectures qu'on fait pendant l'année, avoir une fiche pour réviser avant ces genres d'évaluation, c'est plus pratique que d'avoir à relire tous les livres en juin. Ensuite, cela permet lorsque l'on lit l'œuvre, en construisant sa fiche, de construire déjà son interprétation. Ainsi, bien sûr, vous étiez guidé ici, parce que je vous demandais pour chacun des 50 poèmes du spleen de Paris, d'expliquer le thème principal, parmi une liste imposée, pour vous guider, qui rend compte d'une très grande majorité des poèmes du spleen, c'est-à-dire la ville, l'art et la poésie, la mélancolie, l'amour, et j'avais mis autre. Mais je pense qu'avec ces quatre-là, on a déjà tout le spleen de Paris. J'ai remarqué que toutes les fiches de lecture qui m'ont été rendues et qui étaient vraiment très sérieusement faites, donc ça c'est très bien, mais elles étaient toutes en noir et blanc. Elles étaient grises. Il y en avait même une dans laquelle la personne a bien travaillé sur son traitement de texte et a fait un tableau très joli avec un fond gris. Donc c'était vraiment la couleur dominante. Et ça rend une fiche, finalement, certains ont fait un travail extrêmement précis, ce qui fait que c'est des fiches de 5-6 pages qui sont à la fois peu utiles à réviser puisque c'est quand même 6 pages à lire, et puis l'absence d'un code couleur ne permet pas de mettre en évidence certains phénomènes de construction de la part du poète. Donc il suffit, pour ceux qui lui ont fait la fiche à la main, de prendre un surligneur. Il suffit d'un clic sur un traitement de texte et de choisir, selon ces thèmes-là, de recouvrir des couleurs et de voir ce qui se passe. Si à la fin, donc vous avez un code couleur, rouge pour l'amour, jaune pour la poésie, bleu pour la ville, vert la mélancolie, et ensuite vous regardez ce qui apparaît. Si vous avez un arc-en-ciel, bon ben c'est pas très intéressant, mais c'est déjà pratique, parce que si je vous dis pour la fois suivante, faites un travail sur le thème de la ville dans le spleen de Paris, rien qu'un regard sur votre fiche, et vous savez déjà les poèmes que vous avez besoin de revoir, de rouvrir, de relire, et d'éliminer toutes les autres, sans avoir à chercher, puisque tout est en noir et blanc, donc
vous êtes obligé de regarder à peu près chacun de 50 pour voir lesquels. Alors que là, un simple regard vous fait gagner du temps, donc c'est déjà ça. Mais ça peut être plus intéressant encore, parce que si au contraire, vous n'avez pas un arc-en-ciel, vous avez au début beaucoup de poèmes sur l'amour et à la fin beaucoup de poèmes sur la ville, vous dites qu'il y a comme ça un effet de construction où on commence par les thèmes les plus traditionnels de la poésie, le lyrisme amoureux, et on termine par des motifs plus modernes, plus récents, comme la ville, comme si le recueil mettait en scène un adieu à la poésie traditionnelle et l'accueil de formes modernes, comme la ville. Ce n'est pas une interprétation, c'est un exemple. Je ne dis pas que c'est ce qui se passe dans le film de Paris. Je dis simplement que voici comment une construction de l'affiche peut être encore plus efficace. Alors évidemment ici je vous donnais des thèmes, mais on aurait pu construire cette fiche et donc utiliser un code couleur pour d'autres aspects du recueil. Par exemple, choisir simplement par les titres. Beaucoup de poèmes ont des titres avec un article défini. Les veuves, la solitude, l'invitation au voyage, les foules, les bons chiens, le joujou du pauvre, le tir, enfin, beaucoup. Et on pourrait simplement, avec un code couleur, aller chercher les poèmes qui sortent du lot. S'il y a un phénomène important, ça s'analyse. Donc il y a un phénomène majeur, volontaire de la part du poète, et on essaie de réfléchir. Pourquoi l'article défini? Ici une analyse de grammaire, quelle différence entre l'article défini et toutes les autres formes de déterminants. Hein, la fille est différente d'une fille, est différente de cette fille, différente de ma fille. Donc, pourquoi l'article défini? Et ensuite, d'aller voir les poèmes qui sortent du lot, puisqu'ici, du coup, ils sont tout de suite intéressants. Ils sont tout de suite à remarquer et essayer de comprendre pourquoi ces poèmes-là sont mis en évidence par un travail sur l'article dans le titre. C'est un exemple, et il y en a d'autres. Ce qu'il faut, c'est qu'au fil de vos études, vous puissiez construire par vous-même ces fiches et trouver par vous-même la manière de construire pour qu'elle soit efficace à la révision et qu'elle vous aide à construire une interprétation personnelle de l'œuvre. Donc voici déjà quelque chose à faire sur votre travail, comment améliorer cette fiche pour que si on dit tiens on regarde les poèmes de l'amour, tiens on regarde les poèmes de la ville, tiens on regarde les poèmes de la mélancolie, ça puisse être fait très rapidement. Le titre, le spleen de Paris, a dû vous surprendre. Vous avez dû vous dire, mais quel est ce mot, spleen? Certains le connaissent peut-être comme un synonyme de tristesse, mélancolie, douleur. D'autres ne le connaissaient peut-être pas. Et comme le mot n'apparaît pas beaucoup dans l'ouvrage, vous avez dû vous dire, pourquoi ce titre? Qu'est-ce qu'il vient faire là, si ce n'est pas une expression importante au sein de l'œuvre elle-même? Pourquoi ce mot anglais? Qu'est-ce qu'il vient faire là? Donc, petite parenthèse sur la langue anglaise, Baudelaire était anglophone, comme d'ailleurs un autre grand poète du XIXe siècle, Stéphane Mallarmé, et Baudelaire a traduit quelqu'un comme Edgar Allan Poe et beaucoup d'œuvres anglaises, des Quincy, etc. Et a permis à ces œuvres-là d'être traduites en français, publiées en français, et donc d'avoir une influence sur les lettres françaises. Donc pas de surprise hein, d'un mot anglais chez Baudelaire. Fin de la parenthèse anglais. Et remontons maintenant à la théorie des humeurs. Donc la théorie des humeurs est une théorie scientifique qui nous vient de l'Antiquité et qui a eu une influence majeure sur l'histoire des idées jusque le XVIIe siècle et encore au XVIIIe. Il y avait encore de nombreuses personnes pour adhérer, croire à la théorie des humeurs, même si l'avancée des sciences modernes, des sciences empiriques, des sciences naturelles, et notamment de la biologie, ont démontré hein, que la théorie des humeurs ne valait rien. Donc c'est une théorie scientifique tout à fait caduque de nos jours, hein, à laquelle nous ne croyons plus, mais qui a une importance. Dans cette théorie, il y a un lien entre le physiologique, c'est-à-dire ce qui relève du corps, et le spirituel, ce qui relève de l'esprit, de l'âme, et des humeurs.
des comportements, des tempéraments. Donc, la théorie des humeurs dit que la bonne santé, c'est l'équilibre entre les différentes humeurs. Quand toutes les humeurs sont à un même taux, à la fois dans le corps et dans l'âme, nous sommes en bonne santé. Être malade, c'est avoir un déséquilibre. Une des humeurs est plus importante que les autres, et donc nous entraîne vers un comportement, un tempérament, dirait-il malade, et donc problématique. Le lien avec le physiologique, c'est qu'il y a des liquides dans le corps qui produisent ces humeurs. Et donc, quand on a trop d'une humeur, c'est qu'on a trop d'un liquide dans le corps. Et c'est d'ailleurs pour ça que pendant longtemps on a fait des saignées, c'est-à-dire qu'il fallait retirer du sang du corps, il y avait trop de sang, donc trop d'une humeur. L'humeur qui va nous intéresser, c'est la mélancolie. La mélancolie a une influence majeure en tant que motif, thème poétique. Les poètes se disent mélancoliques. Ils disent qu'ils souffrent de cette maladie, qui est donc différente de la dépression, puisque la mélancolie n'a pas forcément une cause. Quand on a une cause d'une souffrance, d'une douleur, on travaille là-dessus. Hein, on fait un deuil, par exemple, si on a le deuil de quelqu'un qui est décédé. Une fois le deuil fait, nous ne sommes plus nécessairement dans la dépression, alors que la mélancolie, son absence de cause, fait qu'on ne voit pas comment en guérir. Donc état d'esprit qui nous rend passifs, qui nous rend pessimistes sur notre vie, notre condition et la condition humaine en général. La mélancolie pourrait faire qu'un homme s'arrête, et les poètes disent que la poésie serait une forme de thérapie de l'âme, dans le sens que écrire sur cette mélancolie, c'est le moyen de la combattre. Donc la mélancolie est à la fois le thème, mais aussi la source d'inspiration paradoxale de l'écriture. Transformer les mots MAUX en mots MOTS. Donc cette mélancolie qu'on retrouve dans toute la poésie moderne à partir donc de la fin du Moyen-Âge et énormément à la Renaissance, va entraîner, il y a un tableau de Dürer qui s'appelle Mélancolia, qui montre bien un artiste, un chercheur inspiré par cette mélancolie, ce que Nerval dira, le soleil noir de la mélancolie, soleil, source d'inspiration traditionnelle, de lumière, noir, l'oxymore est très belle, rappelant que finalement c'est une inspiration paradoxale par la mélancolie qui aurait dû faire qu'on arrête de travailler, on arrête d'y croire, on arrête de tout faire. Donc la mélancolie est une des humeurs. Oui, puisqu'on vient de dire qu'elle est très importante fin Moyen-Âge, 16e siècle, donc à l'époque où la théorie des humeurs est importante. Donc, la mélancolie est une des humeurs, et elle est rattachée à un liquide dans le corps, la bile noire. Bile noire, qui va donner le mot atrabilaire. Donc j'ai une bile noire, c'est le sens du sous-titre du Misanthrope de Molière, l'atrabilaire amoureux. Bon, quand on est à la fois amoureux et qu'on aime quelqu'un et qu'on est normalement mélancolique, ça va pas. Et c'est la source des problèmes d'Alceste, le personnage principal du Misanthrope de Molière. Donc on voit que même Molière se sert de cette théorie des humeurs dans le sous-titre du Misanthrope. Et on voit l'importance de la mélancolie par rapport à toutes les autres humeurs dans notre tradition littéraire. Eh bien, la bile noire, à l'inverse de la bile jaune par exemple, la bile noire est produite par un organe peu connu, la rate. Et du coup, rate en anglais, se dit spleen. Et d'ailleurs, l'adjectif rattaché à rate en français est spleenatique. Il y a bien une même racine pour ces deux mots. Et donc, spleen de Paris. Donc en réalité, ici, Baudelaire est à la fois traditionnel. Je suis un poète mélancolique, ça va pas, peut-être à cause de Paris, ou ça ne va pas dans Paris, ou ça ne va pas, Paris est-il la solution? Ça, c'est encore à travailler, à étudier ensemble. Mais en tout cas, il y a ici presque un oxymore aussi dans le titre. Presque, hein, c'est à prendre avec
avec des pincettes, mais en tout cas, ici, il y a un travail sur un motif ancien de la poésie, la mélancolie, et par le passage à l'anglais, l'idée de nous dire c'est traditionnel, mais c'est modifié. Il y a un retravail sur la langue, sur le mot, c'est pas la mélancolie de Paris, c'est le spleen de Paris. En cela, c'est un titre poétique, puisque le travail sur la langue, chercher le mot beau pour dire la chose, c'est le geste poétique par excellence. Hein. Donc, et en même temps, le motif de Paris qui, lui, n'est pas du tout traditionnel en poésie, puisque déjà la ville est un objet moderne, hein, mais en même temps, la poésie, chanter la nature, l'amour, etc., est pas cet objet poétique. Donc Spleen de Paris, la rencontre de l'ancien et du moderne, très propre à Baudelaire, poète de la modernité s'il en est, mais qui retravaille un matériau très ancien dans la poésie. Donc ça, c'est le sens du titre de Spleen de Paris. Quant à petit poème en prose, on a déjà parlé de la prose qui est donc un geste radical, ici, et on peut réfléchir au sens de petit poème, à la fois par la taille, clairement, c'est un recueil que j'adore donner aux élèves parce que justement il est court, parce que les poèmes sont courts et ils peuvent se lire voilà, en quelques minutes, et donc on peut ensuite lire l'œuvre en la picorant, en revenant dessus, en lisant qu'un ou deux poèmes, donc ça peut aller vite. Donc petit poème par la taille, mais il y a aussi le sens de petit, surtout de manière antéposée au mot. Quand on met un adjectif avant le nom, on en change parfois le sens, la portée, la valeur. Hein, pensez au grand homme qui n'est pas l'homme grand. Donc ici, petit, il y a quelque chose de plus fort. Hein, petit chenapan et pas chenapan petit par la taille, mais bien petit parce que sans grande importance. Donc petit poème en prose, des poèmes sans grande importance. Qui n'ont pas l'ambition de bouleverser la vision du monde, de ne pas bouleverser. Il y a ici, du coup, une forme de modestie annoncée dans ce projet, qui, soit on y croit, bon, je fais les fleurs du mal, maintenant je me contente de petits poèmes, soit on se dit qu'il y a un jeu, clairement, de la part d'un poète qui avait une vision de lui-même assez grande, hein, comme tous les poètes. Hein, il faut avoir un grand ego pour être poète. Et avec et donc se dire que, excusez-moi j'ai perdu le fil, et donc se dire que ici il y a un ethos, c'est-à-dire une façon de se présenter soi-même, c'est-à-dire se présenter comme un simple poète qui fait des petits poèmes, vous inquiétez pas, c'est pas grand-chose, ce qu'il dira dans sa préface, hein, la petite préface qu'il y a au début, dans une lettre adressée à un poète tout à fait médiocre, qu'on n'est plus, Arsène Houssaye, et dans lequel il dit ça n'a pas grande importance, ça n'a même pas d'effet de construction, hein, c'est comme ça, des petites choses que j'ai pu écrire. Et cette présentation de modestie, nous la prenons avec des pincettes et nous disons que c'est une façon de nous avoir, de dire bah, du coup je vais lire des choses sans importance, et au fil des poèmes se dégage en réalité vraiment une vision du monde. Voilà pour ces deux titres, Le Spleen de Paris et donc Petit poème en prose. Donc maintenant nous allons suivre un plan en 4 étapes. La première, se demander si vraiment c'est un recueil sans queue ni tête, où Baudelaire a repris des textes par ailleurs sans lui donner de direction. Donc grand 1, structure. Un grand 2, sur la ville. Quelle vision de Paris propose ce recueil? Un grand 3, la mélancolie. Vraiment réfléchir là-dessus. Et donc l'image que Baudelaire donne lui-même. Et 4, la modernité, que peut représenter ce recueil. Quelle est sa place dans notre histoire littéraire, en quoi elle était moderne au XIXe siècle, en quoi elle est moderne de nos jours. Dans sa préface, Arsène Houssaye, Baudelaire décrit son recueil comme un petit ouvrage dont on ne pourrait pas dire sans injustice qu'il n'y a ni queue ni tête, puisque tout au contraire, il est à la fois tête et queue, alternativement et réciproquement. Donc, la première chose qu'on se dit, c'est pourquoi pas? Il y a plein de poèmes, ça semble aller un peu dans tous les sens, des fois il y a des fêtes, des fois il y a des femmes, des fois il y a des enfants,
des fois on est dans la rue, des fois au contraire on est dans la chambre du poète, et il n'y a clairement pas, malgré la prose, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'histoire avec début, milieu, fin dans tout le recueil. Chacun des poèmes prend la forme potentiellement d'un petit récit, d'une petite histoire, au point que quelques élèves ont parlé dans leur fiche lecture de nouvelles, mais ce ne sont pas des nouvelles, ce sont des fables, ce sont des apologues, terme savant pour dire fable, c'est-à-dire texte, récit, qui a un enjeu moral, une visée didactique, c'est-à-dire d'enseigner une leçon. Le récit n'est qu'illustratif de cette leçon. La morale pouvant être dite, exprimée, directement par l'auteur, c'est le cas des fables de La Fontaine dans bien des cas, et surtout celles apprises dans les petites classes, mais elle peut aussi être dissimulée, et ce qu'il faut retenir en lisant la fable. Et en ça, c'est didactique, j'apprends cette leçon par l'exemple, par le récit. Bien des poèmes de Baudelaire, et il y en a même avec des animaux, des ânes, des chiens, etc., des cygnes, bien des poèmes de Baudelaire peuvent ressembler à des fables de La Fontaine. Hein. On pensait au joujou du pauvre, avec les deux enfants, préférer le joujou vivant qu'est le rat, plutôt que l'objet de luxe, avec une leçon sur l'humilité, sur ce que préfère l'enfant, etc. Donc on peut voir des fables avec une morale assez évidente. Mais auquel cas, on se dira, bah, c'est comme La Fontaine, plein de leçons et plein de fables, et puis rien de plus. Cette idée est balayée à la simple lecture, si on veut chercher une structure, du début et de la fin. Premier poème, l'étranger, dernier poème, les bons chiens, et se demander s'il y a une progression entre ces deux poèmes. L'étranger, c'est ce dialogue de voix, puisque nous n'avons pas de personnage, avec potentiellement donc un étranger, comme nous dit le titre, qui répond à quelqu'un, qui réfute justement toutes les figures traditionnelles de la poésie. Qui aimes-tu le mieux, homme énigmatique? Ton père, ta mère, ta sœur ou ton frère? Je n'ai ni père, ni mère, ni sœur, ni frère. Tes amis, vous servez là d'une parole dont le sens m'est resté jusqu'à ce jour inconnu. Ta patrie, j'ignore sous quelle latitude elle est située. La beauté, je l'aimerais volontiers, déesse immortelle. L'or, je le hais comme vous voyez, c'est Dieu. Et qu'aimes-tu donc, extraordinaire étranger? J'aime les nuages qui passent. Là-bas, là-bas, les merveilleux nuages. Et donc, ni la famille, ni les amis, ni la religion, ni la patrie, ni la beauté, ni l'or, voilà, tous les motifs traditionnels de la poésie, ce qu'on chante habituellement, sont évacués dans un premier poème qui, clairement, sert d'ouverture et de dire qu'ici, ce recueil est un recueil vers le là-bas. Et donc, tout de suite, il est une réponse aussi au titre, Spleen de Paris, non, pas Paris, là-bas, avec une opposition entre deux lieux, le lieu du quotidien, le lieu de la vie sociale, de la vie politique, Paris, contre un ailleurs, pas défini, là-bas, les nuages, c'est-à-dire l'évanescent, l'inconnu. Et on pourra voir qu'il y a une tension entre l'ici et là-bas, l'ici et l'ailleurs, dans le recueil. Donc on ne peut pas penser que c'est un recueil non construit, et voir la réponse du coup dans Les bons chiens, avec ici le dernier paragraphe. Et toutes les fois que le poète endosse le gilet du peintre, il est contraint de penser aux bons chiens, aux chiens philosophes, aux étés de la Saint-Martin et à la beauté des femmes très mûres. Fin du recueil, sur cette figure finalement du poète contraint de penser aux chiens philosophes. Donc ici, le passage des questions de ce qui est évacué à une dernière leçon pour le poète lui-même de ce qu'il doit faire, et de penser au bon chien. Quand on se souvient qu'étymologiquement, chien va donner la philosophie cynique, quand il dit les chiens philosophes, il peut penser à Platon, hein, qui a dit que le chien est l'animal le plus
philosophique en hommage à cette scène célèbre de l'Odyssée d'Homère où le chien est le premier à reconnaître Ulysse, là où Ulysse déguisé n'est pas reconnu par les autres. Et, mais on peut aussi penser du coup à la philosophie cynique et à cette vision du monde très pessimiste, très individualiste, qui est largement développée dans le spleen de Paris. Comme si au début on se posait une question et à la fin on était arrivé à une conclusion qui est une morale pour soi. Euh, donc il y a une forme de parcours dans le spleen de Paris malgré tout. Les fleurs du mal étaient construites. Elles avaient une, une progression très évidente et même au fond une forme d'histoire avec euh, le poète qui est dans cette mélancolie au départ, mais a une envie d'en sortir. Première section des fleurs du mal, spleen idéal, déjà ce mot spleen, et puis ensuite plein de façons de quitter la mélancolie. Les fleurs du mal avaient proposé tableau parisien, donc déjà la volonté de quitter la mélancolie pour les combats sociaux de la ville de Paris, le vin, l'oubli dans l'alcool, la révolte, l'oubli de notre malheur dans des combats sociaux, dans des combats politiques, dans l'envie de résister, et puis la mort, hein, dernière section des fleurs du mal, qui a vraiment une forme de chute très évidente, motif de la chute dans les fleurs du mal, qu'il y a, qu'il y a moins dans le spleen de Paris, c'est évident, il n'y a pas de structure, donc il n'y a pas de grand chapitre qui réunirait les poèmes. Et il y a, mais comme on l'a dit, il y a donc un parcours, un début et une fin à deviner. Et donc on peut se demander si le Thyrse, le poème Le Thyrse, ne serait pas une solution pour comprendre la structure complexe du recueil. Le Thyrse, donc poème 32, pardon, du recueil, dans lequel le poète se demande qu'est-ce qu'un Thyrse, hein, et on fait la description. Le Thyrse, donc c'est ce bâton qui normalement était associé à Bacchus, le dieu du vin, et un bâton qui était entouré de lierre, entouré de plantes. Et du coup, on a à la fois dans le même objet, le Thyrse, à la fois la ligne droite du parcours, début, milieu, fin, et la spirale autour de lui, qui fait des détours, qui prend des chemins de traverse, qui revient sur l'ancien temps, et qui avance aussi, puisque elle entoure tout le bâton, mais digression, chemin de travers, etc., avant d'arriver à la fin du bâton. Ici, on peut se dire que c'est l'image, finalement, de l'organisation du spleen de Paris. Donc le recueil donne la clé de son organisation, à savoir à la fois l'idée d'un début et d'une fin, le bâton, et à la fois l'idée des digressions, des détours, d'aller voir un peu ailleurs, que proposerait la décoration, les plantes autour du bâton, qui en fait font aussi son ornement, sa beauté, son intérêt, et cachent l'idée de progression. Donc, modernement, à l'idée qu'il n'y a ni queue ni tête. Mais en même temps, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas la volonté, lorsqu'il nous dit ça, de nous inviter à prendre l'œuvre autrement que dans l'ordre des poèmes. Il nous donne le droit d'aller les lire dans le désordre, il nous donne le droit de les lire à l'envers, il nous donne le droit de faire nôtre cette œuvre, comme si, à l'image des livres d'autrefois, et notamment les poètes qui avaient peu accès aux œuvres, passaient beaucoup de temps à les recopier sur des cahiers et arracher les pages, comme si on pouvait le recomposer à notre sauce, le refaire.
Paris dans le titre, et donc cette ville qui prend des nouvelles formes à l'heure des travaux d'Haussmann, qui est en train de moderniser la ville pour rendre compte des enjeux urbanistes et industriels nouveaux. C'est donc une ville qui change de tout par rapport à la ville héritée du Moyen Âge, qui était faite de briques et de broc et s'était construite au fil du temps. Cette fois-ci, elle est pensée, elle est construite avec une véritable fin pour répondre à cette modernité. Et évidemment, l'utilitaire s'oppose au beau du poète. Le poète veut le beau pour le beau, quel qu'en soit le prix, alors que ici, c'est l'esprit non plus de la cathédrale, mais l'architecture de l'efficacité. Hein. Et l'efficacité s'opposera au beau. Hein. En cela, Baudelaire, par exemple, dit détester les démocrates qui visent l'efficacité, la juste répartition, là où, pour Baudelaire, il y a des aristocrates, et notamment les aristocrates du beau, les poètes. Donc, c'est un pari hideux, efficace mais hideux, que voit naître Baudelaire au fil de son siècle, et du coup un geste très paradoxal, chanter Paris, chanter cet objet poétique moderne, et en même temps crier contre cette nouvelle ville. Donc, quelle vision de Paris? On peut déjà remarquer l'opposition entre le singulier et le pluriel, dans de nombreux titres. Il y a la solitude contre les foules. Donc ici, un travail, une opposition entre la ville comme lieu de concentration des hommes, en ça donc plus efficace, puisqu'on a accès à tout plus rapidement, plus facilement, et donc le lieu de plus de possible que quand nous vivions loin les uns des autres, et en même temps, le lieu du coup de la solitude, puisque ici, Baudelaire voit une différence assez intéressante entre être seul et être solitaire. Être solitaire, c'est volontaire, c'est s'éloigner des autres. Je suis solitaire parce que je ne vis pas avec eux, alors que se sentir seul, c'est se sentir seul forcément au milieu des autres. Ainsi, paradoxalement, il faut beaucoup de monde pour être seul et pour avoir le sentiment de solitude. Donc ici, la ville, loin de tenir ses promesses de rassemblement des hommes, crée le sentiment de solitude. C'est l'opposition entre la solitude, poème 23, et les foules, poème 12, Spin de Paris. En même temps, cette solitude est utile au poète puisque c'est sa source d'inspiration. C'est tout à fait le paradoxe qu'il évoque dans À 1h du matin, au poème 10, qui donne une clé. Donc ici, on voit un poète social qui est dans Paris, est obligé donc d'obéir à des règles sociales, à des normes. Troisième paragraphe, horrible vie, horrible ville. Récapitulons la journée. Avoir vu plusieurs hommes de lettres, dont l'un m'a demandé si l'on pouvait aller en Russie par voie de terre. Il prenait sans doute la Russie pour une île. Avoir disputé généreusement contre le directeur d'une revue, qui à chaque objection répondait « C'est ici le parti des honnêtes gens », ce qui implique que tous les autres journaux sont rédigés par des coquins. Avoir salué une vingtaine de personnes, dont 15 me sont inconnus. Avoir distribué des poignées de main dans la même proportion, et cela sans avoir pris la précaution d'acheter des gants. Être monté pour tuer le temps pendant une averse chez une sauteuse qui m'a pris de dessiner une costume du Vénustre. Avoir fait ma cour, un directeur de théâtre qui m'a dit en me congédiant « Vous faites peut-être bien de vous adresser à Z, c'est le plus lourd, le plus sot, le plus célèbre de tous mes auteurs. Avec lui, vous pourriez peut-être aboutir à quelque chose. Voyez-le, et puis nous verrons. » M'être vanté. Pourquoi? De plusieurs vilaines actions que je n'ai jamais commises. Y avoir lâchement nié quelques autres méfaits que j'accomplis avec joie. Délits, fanfaronnades, crimes de respect humain. Avoir refusé à un ami un service facile et donné une recommandation écrite à un parfait drôle. Ouf, est-ce bien fini? Donc rendre compte de tout ce qu'il a fait dans la journée, toutes ces personnes qu'il a croisées, et, tous les tracas du quotidien provoqués par une vie sociale qui a ses normes, et des normes qu'il trouve idiotes, qu'il trouve hypocrites. Et tout le monde jouant son petit jeu ici.
au petit jeu social. Euh, Horrible vie, horrible ville, c'est clair. Mais le poète ne s'arrête pas là, il y a un nouveau paragraphe. Mécontent de tous et mécontent de moi, je voudrais bien me racheter et m'enorgueillir un peu dans le silence et la solitude de la nuit. Âme de ceux que j'ai aimés, âme de ceux que j'ai chantés, fortifiez-moi, soutenez-moi, éloignez de moi le mensonge et les vapeurs corruptrices du monde, et vous, Seigneur mon Dieu, accordez-moi la grâce de produire quelques beaux vers qui me prouvent à moi-même que je ne suis pas le dernier des hommes, que je ne suis pas inférieur à ce que je méprise. À 1 heure du matin, c'est le titre du poème, quand on est enfin seul, dans le silence de la nuit, quand on peut non plus être dans une vie extérieure à cause de la vie sociale, mais dans une vie intérieure, puisqu'on est seul et qu'on a du moment de recueillement, de réflexion, hein, il y a la possibilité de transformer ce quotidien en objet poétique. Et c'est ce qu'il fait dans 1 heure du matin, puisque nous avons la transposition de son quotidien en, en une seule phrase, ce que j'avais lu avant était en réalité une seule phrase, en souffle poétique. Et donc, il y a ici quelque chose de la métamorphose, je métamorphose l'horreur du quotidien en objet poétique. Finalement, la ville est aussi utile, puisqu'elle est à la fois dans la solitude qu'elle provoque et dans le quotidien qu'elle force à vivre, ce qui est l'objet de la poésie elle-même. Ce qui permettra, si le poète y arrive, de prouver qu'il est meilleur que tous les autres. Hein. Finalement, la décadence de la ville moderne donne envie au poète d'être meilleur que les autres, et donc lui souffle l'inspiration d'écrire. Donc décadence de la modernité, on le voit dans le Joujou du pauvre, on le voit dans Le Gâteau, poème 15, on voit effectivement que dans de nombreuses de ces fables, le poète a un véritable goût de la réécriture euh, des grands textes sociaux. Ils étaient plus importants du XIXe siècle, et il y avait bien sûr des textes théoriques, politiques, avec donc un courant de la modernité, ce qu'on appelle le courant progressiste, d'extrême gauche et donc de gauche, vers la juste répartition sociale, la démocratie dont on parlait tout à l'heure. Et c'est quelque chose que Baudelaire déteste, que Baudelaire vomit, si on doit utiliser un terme qui lui plairait. Baudelaire est un poète moderne, mais pas un poète progressiste. La modernité est finalement une façon d'accepter que le monde est ce qu'il est et essayer d'en faire quelque chose. Le progressiste croit au progrès, il croit que donc demain sera meilleur qu'avant et que nous allons dans cette ligne droite vers le mieux, là où le moderne, c'est simplement celui qui accepte d'être dans son monde, là où un conservateur ou un réactionnaire voudrait se retourner dans un temps passé. Donc ne confondons pas moderne et progressiste, et du coup, tous ces courants progressistes qui auraient accueilli Paris comme davantage de justice sociale, puisque maintenant, il n'y a plus les conditions très pauvres dans lesquelles vivaient certains Parisiens avant la modernité d'Haussmann, donc davantage d'accès à, donc davantage de chance à, et ainsi de suite. Ça, Baudelaire le rejette au nom de la démocratie. C'est ce qu'il dit dans un des poèmes de la fin, Assommons les pauvres, qui est quand même un titre assez fabuleux, preuve du cynisme du poète, d'une part, mais un cynisme différent de celui, par exemple, de Bellamy ou de Vautrin chez Balzac. Ce cynisme-là était fondamentalement individuel, là où finalement, le cynisme de Baudelaire a quelque chose de pourquoi pas les autres? Assommer le pauvre, c'est lui rendre sa dignité. Quand le pauvre va nous foutre une claque, il se sera souvenu qu'il est un homme et qu'il n'est plus cette loque qui mendie. Donc on voit quand même un, un regard cynique sur la modernité, sur la modernité, sur l'époque moderne en tout cas. Et ici l'image d'une ville qui est devenue la capitale de la décadence. D'où Fuir Paris. Dernier geste important, appelé à quitter
cette ville décadente, parce qu'en plus elle n'est même pas la ville de la luxure, de la bassesse, qui à la limite peut être sublime, hein, comme le pense Baudelaire dans Les Fleurs du Mal. Donc des poèmes parlent beaucoup de la fuite de Paris. Un poème comme Déjà, point d'exclamation, où il dit déjà Terre nouvelle, donc c'est le poème 34, L'invitation au voyage, le titre est très clair, donc c'est le poème 18, ou encore même Perte d'auréole, qui est le poème 46, dans lequel il évoque ça, partir. Quoi vous ici, mon cher, vous dans un mauvais lieu. Donc, fuir Paris est finalement le geste qui serait salutaire, mais pour aller où? Méditation au voyage, qui reprend beaucoup des thèmes des Fleurs du Mal, c'est-à-dire les thèmes de l'exotisme, des pays du soleil. Même ça, finalement, c'est substitué à un lieu pour un autre. On sent que quand il parlait des nuages, il y avait la volonté de créer un ailleurs qui est un ailleurs finalement poétique, imaginaire, qui ne peut pas exister parce que s'il existait, il serait possible de le dévoyer, de le détourner. Donc c'est fuir Paris. Ce n'est pas fuir Paris pour telle ou telle ville ou tel lieu. Ce n'est plus ça qui est visé. Mais l'idée d'une fuite, l'invitation au voyage est intéressante, puisque ce n'est pas le voyage, c'est l'invitation au voyage. C'est finalement le geste de se détourner, de vouloir partir qui suffit à combler finalement les affres de la modernité. Quelle image donne Baudelaire de lui-même dans ce recueil? On l'a dit, il y a en partie un discours cynique, déjà expliqué en cours, au début d'année, cynique, l'espèce de jouissance d'être individualiste, que toutes les fins sont justifiées, et a fortiori tous les moyens pour atteindre ces fins-là, du moment que ça comble notre volonté, qui supplée toutes les autres. Il y a donc aussi une misanthropie, c'est-à-dire la détestation des autres, à ce moment les pauvres, la fausse monnaie, le vieux saltimbanque, où tous ces poèmes-là développent cette vision d'un rejet systématique du genre humain, faible, bas, et donc tout ce qu'il charrie, de laid, de monstrueux. Il y a toute une série comme Dorothée, comme la vieille, etc. Des figures tout à fait monstrueuses qui montrent le geste de Baudelaire, à la fois de les chanter en poésie, là où avant les muses forcément sont belles, jeunes, belles, amoureuses, et en même temps justifie qu'on se détourne du genre humain. Du coup, le poète, et c'est assez paradoxal et c'est assez intéressant, ne fait pas de lui un génie, un bel homme, etc. Au contraire, il est une créature tout aussi ignoble que les autres. Pendant longtemps, la poésie, les poètes, on a parlé de leur ego précédemment, les poètes, du coup, avaient une mission noble, et pensez bien que les personnages, par exemple, de la tragédie du XVIIe siècle, sont des nobles. Hein, c'est ça qui nous élève. Nous, qu'on soit nobles ou pas, sommes élevés par des figures héroïques. Donc, le poète faisait partie de de ce groupe d'hommes nobles, à la pureté, donc, qui par la voix pouvait élever le genre humain. Le but de Baudelaire n'est pas d'élever le genre humain. À la limite, il serait de le rabaisser, de chercher à transcender le monde bas. Donc Baudelaire se plaît à se montrer comme une figure ignoble, digne finalement de son temps, de sa modernité, de son siècle, de ses contemporains. Dans Un plaisant, c'est celui qui maltraite l'âne, ou c'est l'âne, mais en tout cas des figures donc dépréciatives. Le chien et le flacon, avec ici évidemment
cette idée que, et ça montre bien que ici c'était pas le bon chien, puisque c'est celui qui va préférer le flacon d'excréments, avec une figure tout à fait du coup paradoxale du poète, qui donne à un public idiot et qui préfère euh, les œuvres basses. Et, du coup, le poète devient celui qui fait des excréments. Quant au joueur généreux, c'est le diable, directement. Donc finalement, le poète n'est plus celui qui est inspiré par les muses ou par Dieu, il est celui qui est inspiré par le diable. Et du coup, au lieu d'être une élévation, comme on l'a dit tout à l'heure pour le faire du mal, c'est une chute à laquelle appelle Baudelaire. C'est une autre façon de dire qu'il y a mieux que ce monde, il y a autre chose, il y a un au-delà de ce monde. Et c'est plus le paradis perdu, c'est l'enfer. Donc, pas étonnant de voir apparaître des figures comme le diable dans le joueur généreux, ou un suicidé, hein, puisque à l'époque, le suicide est vu comme un péché mortel qui vaut l'enfer immédiatement. Donc, ici, le poète, finalement, on prophète du malheur, on prophète du mal. C'est pour ça que les chercheurs parlent désormais d'un romantisme noir pour tous ces poètes de la première moitié du XIXe siècle, faisaient appel à des motifs qui ne sont plus des motifs, qui sont toujours des motifs chrétiens finalement, mais qui ne sont plus les motifs des anges et de Dieu, et des saints, mais des démons. Et le premier d'entre eux, hein, Satan. C'est donc ici tout à fait évident que Baudelaire peut se classer malgré tout dans les poètes maudits. Des poèmes comme La Corde, avec cet enfant qui se suicide, avec une image donc du coup à la fois saisissante, terrible. Le suicide est en soi tout à fait terrifiant. Il est la marque d'un échec social absolu. La société n'a pas réussi à faire vivre quelqu'un, et comme il était assistant d'un peintre, qui est tout un jeu assez paradoxal, puisque le peintre fait évidemment office d'artiste, donc de figure du poète, le poète n'a pas réussi à enthousiasmer, à intéresser, à rendre sens à la vie de son apprenti, qui préfère se suicider. Et la chute de la femme qui est encore plus terrible, avec la famille qui n'est pas dans le deuil, mais qui vient récupérer le bout de corde parce que, non pas comme un fétiche, comme un totem pour faire long deuil, mais pour le revendre parce que ça peut rapporter de l'argent. Preuve que cette modernité est une modernité d'argent. Il y a une image finalement de la monnaie, de la fausse monnaie, dit un titre d'un poème, joueur généreux avec le jeu d'argent, une société où l'argent est le nouveau Dieu, et donc est une société dévoyée et perdue. Donc, un principe du veau d'or hein, dans la Bible, donc allons, épousons cette modernité et faisons donc les poèmes du mal. Perte d'auréole, le titre est clair. On a perdu l'auréole de la divinité, de la sainteté. Hein, ce n'est plus le poète de l'élévation, c'est le poète de la chute. Pareil pour les vocations, c'est le titre du poème 31. Avoir une vocation, aujourd'hui c'est un sens faible. On parle de ça pour un métier. Quelle est ta vocation? Mais ça avait un sens beaucoup plus fort avant. Ça a été le sens, normalement, vocation, les vœux, de rentrer dans les ordres, de devenir une figure religieuse. Moine, sœur, et puis ensuite les figures du clergé. Donc c'était ça, avoir la vocation, être appelé par Dieu. C'était sa voie. Puis, avec la perte du sacré, au XIXe siècle, ça s'est déplacé. Nous sommes allés vers davantage de sécularisation de nos sociétés du coup sans Dieu, avec de moins en moins de présence du religieux dans nos vies. Donc, c'est le moment où le sacré est parti ailleurs. Regardez le Panthéon, une ancienne église, qui est devenue, du coup, un lieu de culte de la nation. Eh bien, la vocation est devenue la vocation de l'écrivain. C'est ce qu'on appelle le sacre de l'écrivain au XIXe siècle, où on parle de vocation pour l'écriture, pour l'écrivain. J'ai une vocation, c'est donc de parler au genre humain, de l'élever. Et évidemment, ici, c'est un terme qui n'a pas arrêté du coup de perdre en sens, puisqu'il est devenu ensuite simplement le métier social. Baudelaire joue avec ça
dans son poème 31, appelé l'évocation, hein, où on revit finalement à la fois la vocation du sacré qui n'est plus possible dans notre modernité, avec la vocation de l'écrivain, dont Baudelaire s'amuse et qu'il parodie finalement en poète maudit qu'il est, et qui devient finalement les vocations au pluriel, chaque vocation valant une autre finalement. Donc, l'image qu'il donne de lui-même, et qui était amorcée par la préface, de petits poèmes, quoi, est une image dépréciative, péjorative, et c'est peu attendu, c'est peu commun finalement. Beaucoup d'auteurs, y compris au XXe siècle, après Baudelaire, auront un orgueil assez grand et l'idée que leur art, leur métier était quand même de chanter le monde, de le recréer, de l'imaginer, donc de guider les communs des mortels. Ici, si jamais Baudelaire devait guider quelconque, ce serait comme il dit dans La pour les pauvres, à coups de poing, l'appel du réveil, du sursaut, et prendre conscience de cet adieu sacré dans la modernité. Beaucoup d'évocations donc, de la modernité tout au fil de cette leçon, que nous allons essayer du coup d'un peu, un peu réexpliquer avec ce travail sur quelle modernité poétique. Donc déjà, commençons par la prose. Les poèmes en prose, c'est fondamentalement un oxymore au XIXe siècle. Jusque-là, la poésie chante. Et pendant très longtemps, à l'Antiquité et au Moyen-Âge, on chante. C'est le principe de l'Aède, du rhapsode, du troubadour, du trouvère, du ménestrel, du jongleur. Hein. Jusqu'à Bob Dylan, prix Nobel de littérature. Et puis, il y a une bascule, parce que la littérature, c'est donc un terme tout à fait moderne. Hein. On ne parle pas de littérature avant, on parle fondamentalement de poésie, hein, du grec poienne, recrée, enfin crée. Donc la poésie crée le monde en le chantant, en lui donnant une forme qui n'est pas la forme du langage habituel, d'où le vers. Au point que, au Moyen-Âge, les romans étaient en vers. La littérature, c'est le vers. C'est au bout de tant de syllabes, au bout de tel son, je m'arrête. Et par un jeu de rythme, par le retour de sonorité, pas forcément les rimes d'ailleurs, il y a en tout cas une façon de dire le monde qui nous enchante et le recrée. Mais, courant 17-18e siècle, il y a un changement par une inflexion dans les goûts, poussée par l'avènement de la classe bourgeoise. La bourgeoisie prend le dessus culturellement au cours du XVIIIe siècle, économiquement aussi, et bien sûr la Révolution française et l'avènement de cette classe bourgeoise qui domine désormais contre la classe aristocratique. La poésie, les vers, il faut bien être un noble à la cour pour prendre le temps d'en faire et d'en goûter. Hein. Cide, c'est en vers. Racine, c'est en vers. Quelques pièces de Molière sont en vers. Mais à partir du moment où il y a de plus en plus de lettrés qui ne sont pas à la cour, qui travaillent le reste du temps, ils veulent un art qui soit le reflet de leur réalité, de leur quotidien, et faire de la littérature avec leur langue. C'est ainsi que le théâtre du XVIIIe siècle est un théâtre qui va abandonner le vers au profit de la prose, et un auteur comme Diderot va théoriser une nouvelle forme entre comédie et tragédie, qui sont les formes fixes du XVIIe siècle, une forme mitoyenne, une forme moyenne des deux, qui est le drame, et on parle de drame bourgeois pour le XVIIIe siècle. C'est évidemment l'avènement du roman, qui va gagner en influence tout au long du XVIIIe siècle et exploser au XIXe siècle sous l'influence des grands romanciers en France, Balzac, Stendhal, puis un peu plus tard Flaubert, puis encore plus tard Maupassant, Zola. Là où c'est la même chose en Angleterre, sous l'influence par exemple de Walter Scott, Jane Austen, Charles Dickens, George Eliot, et puis on pense Russie, Dostoïevski, etc. C'est le grand
les romans de Goethe, etc. en Allemagne, donc c'est le grand genre du 19e siècle. Donc, finalement, c'est la prose qui finit par l'emporter. Et il était attendu que la poésie finisse par elle-même devenir prose. Donc, presque tous les grands poètes du 19e siècle ont fini par faire de la poésie en prose. Peut-être la seule exception est Hugo, hein, qui, dans la fin de sa vie, écrivait beaucoup moins de poésie. On va dire à partir de l'exil à Guernesey, 56, 53, donc les châtiments, 56, les contemplations, voilà, des grands recueils de poésie en vers, et beaucoup en alexandrin. Et puis ensuite 62, les Misérables, roman du peuple, par le peuple, pour le peuple, avec la langue du peuple, avec un chapitre consacré au mot merde pour dire c'est de la littérature, la bascule. Pour les autres poètes, au contraire, il y a une rencontre poésie-prose. Donc on trouve de la prose poétique chez Baudelaire, chez Mallarmé, chez Rimbaud, dans les poètes de la fin du 19e siècle. Baudelaire ne l'invente pas dans le Spleen de Paris. On a souvent dit que c'était début du poème en prose, mais en réalité le premier recueil français publié en poème en prose s'appelle Le Gaspard de la nuit, d'Aloysius Bertrand. Donc, il s'appelait Louis, hein. Aloysius c'est son nom de plume, un prénom, c'est en fait le prénom Louis mis sous forme poétique. Aloysius Bertrand et Gaspard de la nuit. Gaspard, c'est un des rois mages, mais de la nuit. Donc ce motif de la nuit, ce motif du mal, encore une fois, le Gaspard de la nuit étant une métaphore, une façon de désigner en réalité Satan. Donc nous y revoilà. Et alors, Aloysius Bertrand est mort avant d'avoir fait d'autres œuvres, donc Gaspard de la nuit est son seul recueil. Et Baudelaire dit beaucoup de bien du Gaspard de la nuit, dans sa préface à Arsène Housset. Hein. Il dit Gaspard de la nuit, c'est un très bon exemple, sauf que Aloysius Bertrand parle de la campagne, ça se passe dans un monde rural, et ça se passe lors d'une nuit avec une visitation du mal, et donc il y a toute une évocation des éléments, le vent qui charrie les parfums de la campagne, donc ce sont des très beaux poèmes, mais Baudelaire dit il faut maintenant faire le Gaspard de la nuit du monde moderne, c'est-à-dire de la ville. Et c'est pour ça qu'il écrit le Spleen de Paris, dit-il, pour faire le Gaspard de la nuit du monde urbain. Mais il n'empêche que ça montre la volonté d'inscrire son œuvre dans la modernité, à la fois dans cette forme nouvelle, poésie en prose, et dans son thème, puisqu'il fait un geste plus radical que Gaspard de la nuit, d'appréhender la ville, et d'appréhender aussi des éléments du quotidien, peu chantés par le Gaspard de la nuit, qui est assez allégorique finalement. En cela, le recueil, le Spleen de Paris, est une façon de retravailler les motifs traditionnels de la poésie. Par exemple, les femmes. Donc la tradition poétique, c'est le lyrisme amoureux, c'est de chanter la femme aimée, qui devient donc muse dans un sens métaphorique par rapport aux muses de l'Antiquité, ces femmes qui, sur le Parnasse, représentaient les arts. Finalement, la femme aimée devient la muse, c'est à nouveau une femme qui nous inspire et nous donne envie d'écrire, a fortiori quand elle est loin et qu'elle nous manque, donc j'écris pour combler le manque, pour combler le vide entre elle et moi, et évidemment pire encore quand elle est décédée, je vais écrire pour faire mon deuil, nous voilà à nouveau dans une poésie thérapeutique, mais aussi pour finalement combler le vide qu'elle laisse par mes mots, par mon chant. Donc cette tradition qui nous vient donc d'un poète de la fin du Moyen-Âge italien, Pétrarque, et qu'on retrouve dans la poésie de la Renaissance au XVIe siècle en France, par exemple Ronsard, les Amours de Cassandre, les sonnets à Hélène, etc., qui sont des recueils adressés à des femmes et qui chantent un lyrisme. Le lyrisme, c'est un registre dans lequel il y a les épanchements de l'âme du poète, où il évoque ses sentiments intérieurs, avec une volonté d'extérioriser par le langage la complexité de ses émotions intérieures. C'est ça le lyrisme. Et donc, il y a des poèmes du lyrisme amoureux dans le Spleen de Paris, mais c'est Baudelaire, maintenant on l'a bien compris.
tout est déplacé. Ça devient les yeux des pauvres. Poème 26, alors celui-là, je ne sais pas pourquoi je l'adore, et il est d'une cruauté, comme toujours, avec Baudelaire. Ah, vous voulez savoir pourquoi je vous hais aujourd'hui? Première phrase, ce n'est plus j'aime la femme aimée, c'est je la hais. Il vous sera sans doute moins facile de le comprendre qu'à moi de vous l'expliquer, car vous êtes, je crois, le plus bel exemple d'imperméabilité féminine qui se puisse rencontrer. Et il raconte ensuite comment finalement ils sont tous les deux au restaurant, il y a des pauvres à travers la vitre, et la famille pauvre regarde avec des yeux plein de désir. C'est ce qui mange Baudelaire et sa muse. Et ce qu'elle dit, elle, c'est ces gens-là me sont insupportables avec leurs yeux ouverts comme des portes cochères. Vous ne pouvez pas prier le maître du café de les éloigner d'ici. Et il dit tiens, c'est qu'une réplique froide, sans cœur, et finalement, au lieu de penser la même chose par rapport aux pauvres, il ne pense pas la même chose, et d'où l'idée finalement d'incommunicabilité, d'imperméabilité entre lui et la muse. Là où habituellement, du coup, les poèmes amoureux, c'est nous pensons la même chose, c'est leurs yeux se rencontrèrent. Ici, leurs yeux ne se rencontrent pas, il y a un travail sur les yeux des autres, notamment les yeux des pauvres, qui sont ces yeux qui sont finalement beaux, et pas les yeux de la femme aimée, et finalement, incommunicabilité entre les êtres, et haine du poète envers la femme aimée. Hein, vous pouvez retrouver donc des figures assez intéressantes de femmes dévoyées, comme dans Mademoiselle Bistouri, hein, poème 47, et Laquelle est la vraie, poème 38. Du coup, face à cette modernité, il faut écrire une nouvelle poésie. Et le Spleen de Paris va donner des clés de ce que serait la poésie moderne selon Baudelaire, par des poèmes qui sont des arts poétiques. Souvenez-vous, art poétique, on a lu Boileau en début d'année, ars artis en latin, technique, poién, créer en grec, art poétique, art de créer, donc des formes de manuels pour bien écrire, donc des poèmes qui donnent des clés pour comprendre la poésie selon Baudelaire. Le plus célèbre d'entre eux, c'est le poème 35, Les Fenêtres. Vous le verrez souvent commenté en ligne, vous le trouverez dans beaucoup de manuels, et c'est un poème qui était souvent fait dans l'ancien programme du baccalauréat, puisque en première nous avions un très beau programme intitulé Écriture poétique et quête du sens, dans lequel ce poème s'inscrit assez bien. Donc c'est un poème très court, il est facile de l'apprendre par cœur et je recommande de le faire. Celui qui regarde au dehors à travers une fenêtre ouverte ne voit jamais autant de choses que celui qui regarde une fenêtre fermée. Il n'est pas d'objet plus profond, plus mystérieux, plus fécond, plus ténébreux, plus éblouissant qu'une fenêtre éclairée d'une chandelle. Ce qu'on peut voir au soleil est toujours moins intéressant que ce qui se passe derrière une vitre. Dans ce trou noir où lumineux vit la vie, rêve la vie, souffre la vie. Par-delà des vagues de toit, j'aperçois une femme mûre, ridée déjà, pauvre, toujours penchée sur quelque chose et qui ne sort jamais. Avec son visage, avec son vêtement, avec son geste, avec très peu de données, j'ai refait l'histoire de cette femme, ou plutôt sa légende, et quelquefois je me la raconte à moi-même en pleurant. Si c'était un pauvre vieux homme, j'aurais refait la sienne tout aussi aisément. Et je me couche fier d'avoir vécu et souffert dans d'autres que moi-même. Peut-être me direz-vous, es-tu sûr que cette légende soit la vraie? Qu'importe ce que peut être la réalité placée hors de moi, si elle m'a aidé à vivre, à sentir que je suis, et ce que je suis. Donc ici, la question de l'imagination, l'opposition entre la fenêtre ouverte et la fenêtre fermée, avec une préférence pour la fenêtre fermée. La poésie, du coup, n'est pas une fenêtre ouverte sur le monde, à travers laquelle le poète voit le monde, y compris le quotidien de Paris, et se contenterait de lui donner une forme et de l'enchanter. Il y a un geste supplémentaire d'imagination pour véritablement recréer une légende. C'est pas l'histoire qui compte, c'est la légende. C'est finalement la manière de raconter qui l'emporte presque plus que ce qui est raconté, du moment que ce qui est raconté permet, comme il le dit à la fin,
d'aider à vivre, à sentir que je suis et ce que je suis, c'est-à-dire se sentir en vie, et en même temps, donc ici un paradoxe, par l'imagination, par le faux, par le fictif, atteindre un degré supérieur de l'existence. Je vis non pas parce que je suis au monde, au contraire, le poète est dans sa chambre, il voit par les fenêtres qui sont d'ailleurs en haut, il voit les toits, donc il y a ici une position surplombante, je suis au-dessus de la mêlée, et je vis mieux parce que j'ai réussi à comprendre fondamentalement ce que je suis. Et parce que du coup, j'ai recréé à travers une fenêtre fermée, j'étais obligé de recréer le monde par la force de mon imagination. Donc ici, un poète, une poétique visionnaire, une vue, mais une vue qui n'est pas la vue du travail du réaliste, celui qui comprend les rouages de la société et en rend compte comme dans le roman réaliste, mais bel et bien celui qui est visionnaire, qui voit au-delà de ça, au-delà de l'horizon, qui voit mieux, et donc, notamment parce qu'il travaille l'imagination, et donc poète recrée le monde à l'image de ce qu'il avait vu. C'est en ça qu'il y a un refus de l'idéal traditionnel de la poésie de chanter le monde. Ici, c'est pas chanter le monde, c'est même plus rechanter le monde. C'est imaginer le monde. Vous avez des idées assez similaires dans le mauvais vitrier, hein, avec cette même image de la vitre, de la fenêtre, avec le travail sur les couleurs. Vous avez le confiteor de l'artiste, le troisième poème, qui est un poème très important, qui donne énormément de clés, et dans lequel il y a la phrase la plus importante peut-être du recueil. La dernière phrase du confiteor de l'artiste: l'étude du beau est un duel où l'artiste crie de frayeur avant d'être vaincu. Phrase qu'on peut apprendre par cœur, c'est une véritable maxime au présent de vérité générale avec le verbe être, hein, est un duel, donc ici une véritable définition de ce qu'est le beau. Le beau qui normalement, souvenez-vous, hein, est bel et bien ce que cherche à faire le poète. Il vise le beau au-delà de toute morale. S'il faut raconter les veuves, les vieilles, le vieux saltimbanque, les pauvres, etc., il le fera. Mais ici, c'est plus le beau, c'est l'étude du beau. Donc, le geste poétique par excellence, qui est un duel où l'artiste crie, donc on n'est plus dans le chant et dans le cri. Véritablement, les fleurs du mal, avec ses vers, avec ses sonnets en alexandrin, il y avait encore un travail du chant. Ici, cette prose, où il y a énormément de points d'exclamation, est un véritable cri. Avant d'être vaincu, donc en plus, ici, cette image fabuleuse du duel, d'un combat, assommons les pauvres, hein, vraiment d'un duel mené par le poète avec son monde, peut-être avec le lecteur, mais en tout cas un duel dans lequel il se dit vaincu. Vaincu, alors par le beau, hein, finalement. Encore une fois, on peut se demander si c'est une posture de poète ou une véritable humilité, mais en tout cas qui nous fait comprendre que c'est un duel finalement constant. Ce n'est pas un triomphe de la poésie sur le monde, c'est un affrontement entre ce monde hideux, horrible, c'est le mot de Baudelaire, et la volonté poétique de le crier. Donc voilà pour le spin de Paris. Et dans notre cours, nous allons ensuite, désormais, regarder d'un peu plus près les quelques poèmes consacrés à la ville de Paris, puisque notre cours porte là-dessus.